Je vais proposer maintenant à Bruno Georges d'intervenir. Bruno Georges, vous êtes dirigeant du bureau d'études ITF. Oui. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Je suis ingénieur et pas architecte. Alors, je voudrais qu'on replace le propos sur l'intelligence au sens de technologie embarquée dans le bâtiment et qu'on re-questionne. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que il y a une étude qui a été réalisée par Schneider justement qui a montré que il y a seulement une partie des systèmes de gestion technique du bâtiment qui fonctionnent de façon optimale. C'est une étude qui a 4 ans, si ma mémoire est bonne, qui a montré que il y a à peu près 20% des GTB qui fonctionnent de façon optimale. Et quand on s'est parlé, Monsieur Georges, pour préparer cette journée, vous m'avez dit on a trop laissé faire les informaticiens, on a trop laissé faire les techniciens. Et ce que je vous propose de faire là, c'est de questionner à nouveau la responsabilité et les pratiques des acteurs, c'est-à-dire un objet a priori c'est pas doté d'intelligence. On s'est demandé d'ailleurs quand on a préparé cette journée qu'est-ce que c'est l'intelligence. Je vois mal comment un objet inanimé peut être doté d'intelligence à part de celui de l'acteur ou de la personne qui le conçoit. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette question de l'intelligence au sens de technologie embarquée, Bruno Georges, et la qualité d'usage, parce que il s'agit bien. Aussi, quand même. Avec l'introduction de Christian, le gap est élevé. Je voulais être iconoclaste sur 2 points avant mon temps réglementaire. Avec mon voisin de droite, parce que je rappelle il a dit que sur les bâtiments existants, le gap était de les améliorer de 20 ou 30%. Il manque un zéro. Hein. C'est 400% le gap. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile. Et puis je me tourne vers Christian. On a l'énorme inconvénient, c'est que nous on fait un truc un peu mesurable. Donc c'est facile de voir que ça marche pas. Alors, je vais vous parler de ces 6 points très rapides. Alors je vais aller super vite, ça va être à la hussarde. Les bâtiments intelligents, c'est quoi? Le thème de l'innovation, du sens à la conception, intégrer les usages, la vie d'un projet, puis on va même parler de après la vie. Alors, le bâtiment intelligent, c'est quoi? Pour moi, le bâtiment intelligent, c'est la capacité à s'organiser tout seul. Hein. Un Cro-Magnon, il s'organisait pour pas être mangé par un lion tout de suite. Il avait le début d'intelligence. Aujourd'hui, dans la ville, il y a des monstruosités qui sont conscientes, c'est-à-dire qu'on les a fabriquées volontairement. Ça montre un peu que la ville, elle n'est pas tout à fait encore intelligente. Et puis, on s'aperçoit aussi que ces difficultés, elles sont pas tellement techniques, elles sont souvent plus organisationnelles, voire de gouvernance. Alors, toujours en s'intelligeant sur ce bâtiment intelligent, vous voyez, on se mélange les pinceaux avec ça, c'est souvent de la technique, c'est sophistiqué, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est plus l'apanage d'informaticiens, même d'ingénieurs, ingénieux ou pas, et de financiers qui réduisent les surfaces. C'est vrai qu'on peut constater de vrais progrès pour cette intelligence. Il y a des choses qui s'améliorent nettement par rapport à des horreurs qu'on avait avant, mais quand même, c'est un peu récurrent des perceptions d'insatisfaction, de manque d'adaptation, d'opérabilité, d'ergonomie, de fiabilité, de facilité aussi, de pérennité, et puis des fois un peu de sens. C'est-à-dire on se dit, est-ce que c'est bien nécessaire tout ça? Alors la réflexion, si on la continue, et si j'arrive à appuyer sur ma zapette, on va parler de l'innovation, puisque avant c'était pas intelligent, maintenant ça l'est. Le petit problème, c'est qu'en France, on n'entend jamais le mot innovation tout seul. Toujours derrière, il y a technologique. Donc l'innovation, c'est nécessairement technologique, et ça me coince un peu aux entournures. La zapette ne veut pas zapeter. Donc innover, c'est des tas de choses. C'est le cadre des pratiques professionnelles, c'est la culture, le poids de l'expérience, c'est la confiance dans la technique aussi, ou voire la technique qui rassure, parce qu'un ingénieur sans technique, il n'est pas rassuré. La puissance de la machine industrielle, on l'a vu. Voilà, le manque de sens et de curiosité. Ça fait plus facile les vendeurs aussi. C'est difficile de vendre rien alors que de vendre la techno, c'est facile. Il y a aussi un héritage culturo-professionnel de l'ingénieur qui adore son petit robinet ou son disjoncteur. Souvent, c'est rassurant aussi, la technique, parce que c'est un industriel qui l'a fait, donc ça doit nécessairement marcher. C'est souvent une chose de spécialiste
Alors, il y a des spécialistes en tout, hein, en ergonomie, un peu en tout. Mais, je pense qu'il y a d'autres dimensions pour innover. Et cette fois-ci, ça sera de l'innovation vraiment. Hein, à 400%, on ne fait pas de l'optimisation, il faut changer de paradigme. Il faut être un petit peu en rupture. Alors, chaque fois que ça va être tout noir comme ça sera des trucs très concrets. Par exemple, quand on est à l'échelle urbaine, augmenter l'albédo, garder l'eau, faire pousser des arbres pour lutter contre le changement climatique, plutôt que... Ouh, elle est difficile cette zapette. Voilà. Plutôt que de choisir une pompe à chaleur. Mon métier demain, ça sera peut-être de travailler avec le paysagiste pour mettre des arbres plutôt que d'optimiser SIAT. Et cette performance, c'est quoi quand on essaie d'innover? Alors, aujourd'hui, on a l'énergie, le rôle réglementaire, c'est performant parce que soit ça coûte pas cher, soit ça consomme moins. Arrive le CO2, l'énergie grise, les usages, la notion de commencer à compter l'impact de la mobilité, et puis tout ce que rappelait Christian, l'exploitation et la maintenance qui peut peser très lourd. Et puis, j'ai mis vers 2050, mais ce n'est pas à l'échelle. Hein. La longueur de la flèche ici, je ne les maîtrise pas. J'espère qu'elles seront les plus courtes possibles. Des notions qui sont plus sociales, sociétales et de plaisir. Ça, c'était l'environnement. C'est tout de suite. Et puis peut-être demain, il y a l'humain, les usages. Alors, par rapport à tout ça, dis donc, il faudra changer la machine. Est-ce qu'on ne peut pas donner un petit peu de sens à notre conception? Alors, le sens, c'est quoi? C'est concevoir plus organique, c'est concevoir plus low-tech, c'est concevoir plus sciences humaines et usages. C'est un ingénieur qui dit ça. Et ensuite seulement la technologie. Et je crois que de ce côté, avec Olivier Côté, on a dit la même chose. On ne s'est pas concerté, même si on se connaît bien, avant de faire cette intervention. Donc aujourd'hui, c'est quand même super difficile sur le plan culturel de demander à un ingénieur d'innover en enlevant des trucs. Souvent, un ingénieur, il innove en rajoutant des trucs. Et ça, c'est terrible. Et puis il y a aussi la facilité, parce qu'il y a le poids de gens comme Siemens, Schneider, etc., qui font un matériel tellement génial, et c'est leur métier, heureusement qu'ils sont là, qu'on a plutôt tendance à en rajouter. Et le réel enjeu de la conception, c'est de savoir entre quoi on va choisir, Charib ou Scylla. Parce qu'il y a le truc où on automatise tout. Tout est géré, tout est contrôlé, on est sûr que ça marche, presque. Mais par contre, les gens, c'est un peu des potiches qui sont mis, on met des géraniums, des singes ou des humains, ça marche pareil. Et puis il y a de l'autre côté où on fait l'inverse. On laisse les utilisateurs actifs, on laisse les utilisateurs motivés, tous écolos jusqu'au fond de leur propre surmoi. Des fois, ils peuvent être moteurs même, mais on peut aussi avoir pas de résultat du tout parce qu'il y a M. Bourrin et Mme Duglan et fatalement, ça n'a pas marché. Et là, c'est difficile. Alors, moi, je pense qu'au-delà de toutes les nécessités qui sont obligatoires pour faire un bon bâtiment, de collaboration, de conception collaborative, en itération, avec architecte, programmiste, même maître d'ouvrage, on peut y rêver, de performance énergétique, d'engagement environnemental, j'en ai mis plein, d'intégration de confort, santé, sécurité, accessibilité. Je pense qu'il faut aussi aller un peu plus loin et savoir ce qui va se passer après, et comment on fait à la conception, et je dis bien à la conception, d'intégrer la notion de maintenance, de vie, de qu'est-ce qui va se passer. Alors très concrètement, par exemple, chez nous, on fait des revues de maintenance pendant la conception. Non pas comment ça va marcher, etc., mais comment on va le maintenir, ce qu'on est en train d'inventer. On dit aussi aux maîtres d'ouvrage, et ça on le dit dès le début du chantier, comment vous allez vous organiser votre consultation de mainteneur, de manière à ce qu'au moins 3 mois avant la fin du chantier, il soit déjà là. Ça, c'est du concret. Il y a un autre petit truc aussi qui est difficile c'est que toutes les choses évoluent pas tout à fait à la même vitesse. Il y a des secteurs dans lesquels l'évolution est très rapide, d'autres moins. Et donc, du coup, le sacro-saint vieux Robert du fond du bureau d'études qui est là depuis 30 ans et qui sait tout, à qui on va demander chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, eh bien, c'est le gars qui a de l'expérience. Et cette expérience aujourd'hui, compte tenu de ce qui est en haut, là, de cette différence de cinétique d'évolution, ça change de forme, ça peut même devenir un handicap, parce que le gars qui aujourd'hui fait comme il faisait en 80, est-ce que c'est bien sûr qu'il fait comme il faut? Est-ce que c'est bien sûr qu'il est dans le juste? Et l'expérience sans la formation, c'est rien. Donc aujourd'hui, pour nous, par exemple, concrètement, un lot GTB, ça va arriver, voilà, avec un rôle de commissionnement. C'est-à-dire cette vision globale dont je ne sais plus qui parlait, qui est nécessaire, nous, on va la rendre contractuelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un monsieur qui va être obligé
de prendre en charge un lot, une entreprise, du bout à l'autre, et en prenant tout, le CVC, la régulation, etc. Alors, pour intégrer les usages, j'ai fait référence à une petite enquête auprès de jeunes, dans lesquels on a essayé de comprendre quelles étaient leurs aspirations, parce que les jeunes, c'est un petit peu ceux qui vont vivre demain. Réussite professionnelle et salaire, c'était avant. Maintenant, c'est développement de soi, attractivité du cadre professionnel, équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ça devient des choses qui étaient un truc d'alien il y a que 20 ans. Moi, j'ai commencé à bosser il y a 30 ans. Donc le vivre mieux, ça devient plus délicat à définir. Ce fameux usage, ce fameux confort, cette fameuse adaptation, ça devient pas comme avant. Et quand c'est pas comme avant, c'est toujours un peu ennuyeux. C'est plus sensible et moins binaire. Il faut que je fasse quoi? J'appuie juste doucement. Ah, j'appuie doucement. Et tu arrêtes de t'énerver. D'accord, merci. Donc plus sensible, moins binaire, moins richesse, plus sécurité. Même doucement, ça marche pas. Si, mais laisse Allez, venir. doucement. Voilà. Plus des... ouais, c'est pas un truc de... J'allais dire une horreur. C'est pas un truc d'âgé. Et c'est plus différencié selon la génération. Est-ce que les enfants dont vous nous parliez, ils attendent la même chose que le super cadre dynamique directeur marketing? Pas sûr. Et donc, du coup... Ouais, tu vois, là, je fais des efforts. Hein. Et en mutation rapide. Alors, dans ce contexte, imaginez les usages... C'est pas très facile. En tout cas, il y a un truc qui est clair, il faut savoir se projeter. Et ça, je pense que c'est le plus dur parce que ça fait appel à de la mise en danger de ce qu'on sait. Parce que chaque fois qu'on fait... Là, j'y vais doucement. Hein. Alors, allez, non, mais ça voilà, merci. Alors, le coup, c'est de remettre les usagers au centre. Hein. Et très concrètement, par exemple, nous, sur toutes les installations de GTC, dont beaucoup ne marchent pas effectivement, on va demander de mettre en place ce qu'on appelle des macro-commandes, c'est-à-dire un machin simple, une icône, on appelle ça en informatique, l'icône à Huguette, parce qu'elle, c'est la directrice du collège, et elle ne sait pas ce que c'est. Par contre, elle veut savoir sa consommation, son machin, ses ratios pour vérifier. Et on lui met une icône, elle appuie dessus, et à l'imprimante, tac, lui sort ce dont elle a besoin, elle. Parce qu'elle, elle a besoin que de ça. Elle n'a pas besoin de savoir la pente, la loi d'eau. Pareil, donner un retour aux usagers en logement. En logement, si madame qui est en train de faire sa cuisine, ou monsieur, on va dire, et il y a son ado qui est sous la douche, est-ce qu'il se rend compte que son ado qui est sous la douche depuis 20 minutes, il représente autant de consommation que l'éclairage de tout l'appart pendant un mois? Pas sûr. S'il a l'indicateur, il prend conscience de ça. Et ça, c'est des paradigmes des changements de culture. Et pour aller au bout, je pense qu'un bâtiment intelligent, même si j'ai dit que ça n'existait pas encore, ça s'accompagne. Hein. Alors, comment ça s'accompagne? Par exemple, avec un livret usager. Mais là, attention, il ne faut quand même pas mettre tout sur notre tête à nous, les maîtres d'œuvre. Il y a de la responsabilité de maître d'ouvrage sur ce qui devrait être dans le cahier des charges. On accompagne. Est-ce que j'ai jamais vu un cahier des charges où rarement on doit accompagner? Ça, c'est de la responsabilité de maître d'ouvrage. Il faut peut-être évoluer. Ça devrait être rémunéré aussi. Donc, parce que c'est du temps à passer. On fait des bâtiments plus complexes dans des conditions qui mettent les gens dans des conditions plus difficiles. Donc voilà. Et puis, par exemple, pour le mobilier, l'entretien, le ménage, on en parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, comment faire pour s'engager dans un processus? Olivier Cotet disait tout à l'heure bâtiment obéissant, mais peut-être aussi un bâtiment qui sait s'adapter. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le bâtiment vont réussir à faire que ce bâtiment va être capable de s'évoluer tout seul, ou alors du fait des gens qui sont dedans. C'est peut-être ça le premier pas vers un bâtiment intelligent. Et peut-être moins laisser faire les informaticiens, les ingénieurs, et plus les autres acteurs, ceux qui sont plus dans des logiques sensibles, moins binaires, plus au contact. C'est un ingénieur qui dit ça. Peut-être se rappeler d'une citation d'Einstein, et qui lui qui était aussi un usager, hein, un problème créé ne peut pas être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Or, aujourd'hui, il y a plein de trucs qui déconnent, hein, en parlant vulgairement. Eh bien, est-ce que c'est les mêmes qui ont fabriqué ces déconnades qui vont être capables de les régler? C'est pas sûr. Et par exemple, nous, très concrètement, on dit la GTB, la fameuse, ça sert à faire la régulation, à chauffer quand il faut, machin, etc. C'est vrai. Mais il y a une deuxième fonction tout à fait aussi importante qui est de suivre. Parce qu'autrement, on se rend compte, quand on va quitter cette pièce,
Il n'y a personne qui va rester pour savoir si ça reste allumé ou si ça reste en chauffage ou si ça reste ventilé. Donc personne saura, excepté le compteur, qui lui va se rappeler. Et puis pour finir, après la vie. Après la vie, il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui. Les smart grids, les bâtiments communicants, les hautes technologies. Mais ça, pour moi, souvent, c'est pas très vertueux. C'est très ressourçophage, c'est très énergivore et c'est très vacuétique, souvent. Et là, je pense qu'il y a une rupture de paradigme que je vois mal chez beaucoup d'industriels qui font des choses merveilleuses, mais qui ne sont pas encore dans cette logique-là. Hein. Par exemple, on a tous entendu parler du berceau à la tombe. Ah, c'est super vertueux de parler du berceau à la tombe. Là, il faut passer un cran plus loin. Il faut passer du berceau au berceau, parce que jeter les trucs quand on n'en a plus besoin, ça ne peut plus marcher. On a une terre qui est finie. Donc, ça veut dire que quand on a fini de s'en servir, il faut que ça soit déjà le début de quelque chose d'autre et qu'on ne le jette pas. Je crois que j'ai fini, je ne suis pas sûr. Ah oui, et puis je voulais finir avec une citation d'Albert Einstein pour mettre un peu de philosophie là-dedans. Le mot progrès veut rien dire tant qu'il y aura des enfants malheureux. Merci, j'ai fini.